Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. Et on débute cet hebdo avec une rentrée un peu particulière pour les étudiants de l'IFPS, l'Institut de formation aux professions de santé à La Roche-sur-Yon. Elle s'est effectuée dans des bâtiments modulaires. C'est la solution qui a été mise en place en raison de la fermeture du bâtiment d'origine pour des raisons de sécurité. Une solution provisoire mais à durée indéterminée car une enquête sur la fragilité du bâtiment est en cours. Kim Bastard. Cette année, ce sont dans ces modulaires que les 750 étudiants de l'IFPS font leur rentrée. Après les intempéries de 2023, l'Institut de formation des professionnels de la santé de La Roche-sur-Yon a fermé ses portes mi-novembre pour des raisons de sécurité. Pour cette nouvelle rentrée, le plus gros centre de formation infirmier du département a dû s'adapter. On a fait le choix parce que désormais il y a un travail d'investigation sur la structure du bâtiment qui est lancé. On ne connaît pas encore aujourd'hui l'ampleur des travaux qui devront être faits, mais on a choisi de mettre personne en danger. Et donc du coup on a créé ce village que vous voyez derrière moi pour pouvoir accueillir avec une trentaine de salles dans les meilleures conditions possibles, et c'est des très bonnes conditions. Une promotion aussi importante que l'année dernière, donc on n'a pas baissé le nombre d'élèves, c'est vraiment très important. Si les étudiants sont toujours aussi nombreux malgré les péripéties, il a fallu trouver une autre solution pour les cours magistraux. Ces derniers seront désormais dispensés dans les salles de l'ancien cinéma Concorde à La Roche-sur-Yon, ainsi que dans quelques amphithéâtres de Nantes Université. Des solutions qui semblent plaire aux étudiants. Ça fait plaisir. Déjà l'année dernière, on avait pu accéder à l'université de Nantes là, à La Roche-sur-Yon. C'était vraiment plus agréable. Et là, cette année, franchement, c'est plutôt cool. On a notre espace à nous. On n'envahit pas on n'envahit pas beaucoup celui de l'université. On est chez nous, on est entre nous et c'est génial. Réunir les élèves sur un seul site, proposer une nouvelle cohésion de groupe, tel était l'objectif pour cette rentrée 2024. L'an dernier, quand on est parti sur le distanciel, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des étudiants qu'on pouvait perdre un peu de vue. Et donc, le fait de se créer un ensemble, d'abord, nous, équipe de formateurs, ça permet de se retrouver ensemble, travailler des projets, de pouvoir communiquer plus simplement. L'administration aussi, parce qu'on a besoin de cette cohésion. Et puis après, ça permet d'avoir cette proximité qui permet d'accéder rapidement aux étudiants. Et l'inverse, c'est vrai que nos étudiants puissent accéder rapidement à l'administration, aux formateurs. Des études sont actuellement menées afin d'évaluer l'ampleur des travaux sur l'ancien bâtiment. Ces différents modulaires en location risquent donc de rester quelque temps dans le paysage de l'IFPS. Afin de proposer aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap une solution d'hébergement autre que l'EHPAD, les foyers ou encore les accueils de jour, le conseil départemental a mis en place l'accueil familial. Un bus itinérant, le Café Germaine, se déplace dans différentes communes afin de présenter ce dispositif et le rôle d'accueillant. Il était stationné mardi dernier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Reportage Louise Biagé. Vous l'aurez peut-être aperçu, le bus itinérant Café Germaine a fait escale mardi sur le quai du Port-Fidèle à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les aidantes familiales étaient ici avec les personnes qu'elles accompagnent pour renseigner le grand public sur leur métier. Donc le but, c'est de promouvoir l'accueil familial, de pouvoir présenter aux gens le travail que nous on fait, et puis aussi répondre à certaines questions, parfois faire découvrir surtout, parce que c'est un métier qui est méconnu pour l'instant. Et donc on souhaite, grâce à ce genre de matinée, pouvoir informer les gens et leur faire découvrir le métier d'accueillant familial. Café, animation et jeux, une atmosphère détendue pour mettre en lumière un métier, un mode d'hébergement encore trop méconnu. Laurence travaillait en EHPAD et elle s'est reconvertie dans l'accueil de jour, une solution qu'elle trouve encore plus personnalisée. Aujourd'hui, c'est un temps fort pour nous, le camion Germaine. C'est vraiment pour faire vraiment connaître notre métier. Moi, aujourd'hui, j'essaye de travailler avec des médecins. J'ai quelques plaquettes aussi. Mais on a encore besoin de reconnaissance dans notre métier. À ce jour, le département de la Vendée compte 102 accueillants familiaux avec près de 171 places d'accueil. Du 29 septembre au 6 octobre prochain aura lieu la 11e édition de l'Open de Vendée. Ce tournoi ATP Challenger accueille chaque année de grands noms du tennis mondial, mais aussi de jeunes joueurs prometteurs. Pour exemple, l'actuel numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, était présent à Mouilleron-le-Captif en 2019. Le plateau sportif de cette édition 2024 a été dévoilé mardi sur l'antenne de TV Vendée. Plus de précisions avec Alexandre Lenaour.
Parmi les grands noms de cette 11e édition, 2 joueurs français, 2 joueurs bien connus du grand public puisqu'ils ont longtemps figuré dans le top 10. Le premier, c'est Richard Gasquet, le Biterrois de 38 ans qu'on ne présente plus, 16 titres sur le circuit, 3 fois demi-finaliste en Grand Chelem. L'actuel 119e joueur mondial, 7e à son meilleur classement, revient avec l'envie de faire mieux qu'il y a 2 ans où il était sorti dès le premier tour. L'autre tête d'affiche, c'est aussi Lucas Pouille, le droitier, ancien numéro 10 mondial, poursuit son retour au plus haut niveau, lui qui était au-delà de la 650e place au printemps 2023. Au-delà de ces 2 grands noms du tennis français, d'autres tricolores vont aussi défendre crânement leur chance. C'est le cas de ces 3 Français qui seront tête de série. Tout d'abord, Quentin Halys, 27 ans, 108e joueur mondial. Défait au 3e tour cet été à Wimbledon, Quentin Halys aura à cœur de briller au vent d'espace. Lui qui avait remporté ici même le tournoi en double en 2021. La deuxième tête de série, c'est Harold Maillot, jeune joueur de 22 ans. Le Messin pourrait bien se faire un nom devant le public mouilleronais, lui qui est ancré dans le top 150 depuis le début de la saison. Et puis enfin, il faudra aussi compter sur le plus expérimenté Grégoire Barrère, ancien 49e à l'ATP. Le joueur de 30 ans évolue désormais à la 135e place après s'être notamment frayé un chemin dans le tableau final de Roland-Garros 2024. Alors on a parlé bien évidemment de ces Français qui seront présents sur les cours du vent d'espace, mais quelques outsiders auront aussi une belle carte à jouer. Parmi eux, le Serbe et prometteur Ahmad Medjedovic, 136e mondial, l'un des protégés de Novak Djokovic, ou encore le Suédois Elias Ymer, double vainqueur ici même en 2017 et 2018. Enfin, si l'on connaît la majorité des joueurs qui composeront cet Open de Vendée, quelques belles surprises pourraient encore venir s'ajouter. 5 joueurs recevront bientôt une invitation pour disputer le tournoi et 6 joueurs devront passer par les qualifications pour se faire une place dans le tableau final. Début des qualifications, justement, c'est dès le dimanche 29 septembre, jour 1 de cette 11e édition de l'Open de Vendée de tennis. Le passeport du civisme, ce dispositif d'origine vendéenne visant à inciter les plus jeunes à participer à des actions civiques, se développe dans toute la France depuis 2015 et il se décline désormais en bande dessinée. Sous le titre « Jeunes et citoyens », elle raconte les aventures de 4 personnages qui découvrent comment l'engagement citoyen permet de s'épanouir. L'ouvrage est même déclinable en fonction de la commune où il est distribué. Plus d'explications avec ce reportage de Mathis Pires. Mieux connaître sa commune à travers une BD. Voilà le défi relevé par l'association du passeport du civisme. On a un enjeu très fort envers la transmission des valeurs civiques auprès des jeunes. Et c'est vrai que la BD, c'est l'outil que chaque jeune peut s'approprier. Voilà, on a des droits, on a aussi des devoirs et ça s'expérimente dès le plus jeune âge. 48 pages pour raconter l'histoire de 4 jeunes prêts à relever tous les défis et obtenir le passeport. Ils vont pouvoir ainsi découvrir comment on recycle les ordures ménagères, comment et pourquoi on s'occupe de l'église et du château du village en tant qu'élément du patrimoine architectural de la commune, etc. Ils vont découvrir un petit peu tout l'intérêt de donner de sa personne dans l'intérêt collectif. C'est effectivement s'adresser aux jeunes pour le bien de la collectivité, s'adresser aux gamins pour les citoyens qu'ils vont devenir. Sensibiliser les enfants au civisme tout en restant ludique. Pour ce faire, le dessinateur s'est inspiré des plus grandes aventures de bande dessinée. C'est un style très simple, je veux dire à la ligne claire, à la Tintin, pour que ce soit très mobile, que je puisse adapter mes personnages à X circonstances, que ce soit très facile de compréhension, surtout dans des cas de figure comme ceux-là, bien voir les mains, comment on peut tenir une tête. Aujourd'hui, près de 500 communes et 100 000 enfants participent au passeport du civisme. Avec cette bande dessinée, l'objectif est d'intéresser les 35 000 communes en France. Quand la tempête fait ressurgir des traces du passé de plus de 3600 ans, sur l'île Dieu, un site archéologique rare dans notre région a été découvert en février dernier, en bord de mer, sur une zone menacée par l'érosion. Les 6 archéologues qui mènent les fouilles sur cette structure funéraire vont de découverte en découverte et de surprise en surprise. Regardez ce reportage de Grégoire de Châtillon et Philippe Turbet. C'est déjà une découverte exceptionnelle à plus d'un titre. La pointe de Gilberge, sur l'île Dieu, était surveillée depuis des années. Cependant, au mois de février dernier, dans cette falaise dunaire, après une grosse tempête, un promeneur y découvrait une anomalie. Il pensait qu'on avait là un boulet de canon, donc il l'a enlevé et il s'est avéré que c'était un crâne humain.
On s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'une tombe à coffre. Ensuite, bien sûr, le crâne, un os a été prélevé pour pouvoir faire une datation. Et il s'est avéré qu'on était là sur un site du bronze ancien moyen, donc aux environs de 1600 ans avant Jésus-Christ. Une découverte non seulement extraordinaire, de par sa datation, mais ce n'est pas tout. Les archéologues étaient loin de se douter de ce qu'ils allaient encore y découvrir. Finalement, il s'avère qu'on a là un site beaucoup plus monumental avec d'autres inhumations. Donc on est plutôt sur une sépulture collective, entre guillemets, bien sûr. Et puis un aménagement en pierre, donc à l'avant, type petit cairn ou petit tumulus. Et on a la chance d'avoir des squelettes inhumés dans du sable. Et ce qui a permis la conservation osseuse de ces défunts jusqu'à aujourd'hui. Une sépulture collective avec en outre des pratiques funéraires inédites dans notre région. La fouille archéologique est toujours en cours. À l'avenir, des datations au carbone 14 pourraient bien nous révéler s'il existe des liens familiaux entre ces défunts. Il y a 80 ans, Big Red s'écrasait à la lisière de la forêt d'Aizenay. Big Red, c'est le nom d'un avion bombardier de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faisait partie du groupe des 50 bombardiers qui avaient décollé de Knetiol au Royaume-Uni. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la commune d'Aizenay va organiser du 17 au 21 septembre plusieurs événements autour de cet anniversaire. Des animations gratuites et ouvertes à tous. Pour plus d'informations sur ces animations, une interview est disponible sur notre site internet tvvendée.fr. La foire des Minets à Challans a pris fin mardi dernier. De nombreuses animations étaient au programme de cette 70e édition. Lundi avait notamment lieu le concours régional du meilleur écaillé, une compétition sélective pour le championnat de France. Plusieurs professionnels spécialisés dans la préparation de fruits de mer se sont affrontés pendant toute une matinée sur différentes épreuves. Un reportage de Florian Wozniak. C'est avec le sourire que les 9 candidats aux sélections régionales du championnat de France d'écaillé se sont retrouvés à Challans lors de la foire des Minets. Un concours lancé par la présidente nationale du syndicat de la profession. 3, 2, 1, c'est parti! Et pas besoin de couteau ou de torchon pour commencer ce concours, puisque c'est un questionnaire qui se dresse devant les candidats. L'occasion pour le jury de tester les connaissances des candidats, et certains semblent avoir bien révisé. On a un 20 sur 20, j'en ai jamais eu. De toutes les sélections, c'est notre 3e championnat de France, là, c'est la première fois que j'ai un 20 sur 20, donc je suis très contente. Place désormais à l'épreuve technique de rapidité. Chaque écaillé a 10 minutes pour ouvrir toutes les huîtres qui se trouvent devant lui. Mais attention, pas question de les casser. C'est quand même correctement bien passé, on a réussi à ouvrir dans les temps, proprement surtout, sans trop d'écailles à l'intérieur, sans trop d'écailles de coquilles, qu'on appelle ça, à l'intérieur de l'huître, et surtout une très très belle qualité quand même, qui est présente chez tous les candidats. Des candidats qui ont attiré beaucoup de curieux sous l'attente du concours. On vient soutenir notre prof Julien, donc qui est un prof qui nous enseigne à Challans, donc c'est lui qui nous fait les cours de TP. Donc il nous explique comment cuisiner les crustacés, les poissons. Donc on vient le soutenir dans sa compétition. Justement, la dernière épreuve, la voici. Objectif, proposer un buffet de fruits de mer à la Royale, le tout en moins d'1 heure. À la fin du temps, je demanderai à tous les candidats de quitter leur espace de travail. Et une fois le temps écoulé, place aux jurys qui vont départager les 9 écaillés. On a une grille de posture, une grille d'hygiène, une grille esthétique et bien sûr huîtres, coquillages et crustacés. Ça nous fait 6 grilles de notation. C'est hyper critérisé pour que chacun puisse avoir ses chances aussi. Et c'est finalement le chef écaillé Benjamin Gillard qui remporte ce concours de sélection. Il aura l'honneur de représenter la région Pays de la Loire à l'occasion de la finale nationale qui aura lieu à Paris en février 2025. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne lundi dès 7h du matin dans la matinale en compagnie de Simon Philippot. Passez un excellent week-end sur TV Vendée.